Bien, bonsoir à tous. C'est un grand plaisir à nouveau de vous accueillir pour ce rendez-vous d'Athéna du mois de mai 2023, fait en partenariat avec l'AAT et avec le soutien de la société Alcimed. Ce numéro est dédié à la BITD sud-coréenne avec comme conférencier Patrick Michaud. Alors d'abord, on va commencer par quelques mots concernant Patrick. Patrick, quelque part, tu es un serial auditeur, si on peut dire, puisque tu as été auditeur du CHEAR session nationale 31, mais aussi la session régionale 141 de l'IFEDN et aussi la session européenne, le CERA. La 13e session. Pendant 40 ans, tu as été responsable technique et commercial à l'international d'équipements plutôt orientés pour l'armée de terre, en particulier pour les chars de combat et autres véhicules terrestres. Aujourd'hui, tu accompagnes des entreprises, des PME, des startups, des ETI, et aussi tu es auteur de nombreux articles dans la revue Défense, et tu es responsable de la chronique Industrie de Défense. Et donc, j'en profite pour annoncer que très prochainement, un article sur le sujet de la BITD sud-coréenne paraîtra. Aujourd'hui, nous allons parler bien de cette BITD sud-coréenne. Alors, quelle est-elle? En fait, elle vise à être dans le top 5 des exportateurs d'armement que sont les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et l'Allemagne. Mais la Corée du Sud se caractérise par une industrie extrêmement dynamique, une capacité à innover et à industrialiser de façon efficace. On le voit dans de nombreux secteurs, y compris et en particulier dans le secteur de l'armement. Cette stratégie d'investissement et d'allocation de fonds de R&D pour la défense et pour l'industrie de l'armement en Corée du Sud est unanimement soutenue d'un point de vue politique. Ça s'appuie sur des partenariats à l'international et une autonomie industrielle qui joue bien sur la dualité, la France et l'Allemagne. Mais la Corée du Sud se caractérise par une industrie extrêmement dynamique, une capacité à innover et à industrialiser de façon efficace. On le voit dans de nombreux secteurs, y compris et en particulier dans le secteur de l'armement. Cette stratégie d'investissement et d'allocation de fonds de R&D pour la défense et pour l'industrie de l'armement en Corée du Sud est unanimement soutenue d'un point de vue politique. Ça s'appuie sur des partenariats à l'international et une autonomie industrielle qui joue bien sur la dualité. Qu'en est-il aujourd'hui en 2023? Ce qu'on constate, c'est que ils ont une offre relativement large et efficace, pas forcément de très haute technologie, mais avec un très bon rapport qualité-prix. Dans le contexte actuel de l'Indo-Pacifique, le projecteur est mis sur cette BITD sud-coréenne, d'autant plus que la session nationale, la 59e session armement économique de défense, est en train de terminer sa mission monde en Corée du Sud. Je n'en dirai pas plus, il est temps de laisser la parole à Patrick. Nous ferons les questions-réponses en utilisant le chat et nous allons retrouver avec bonheur Jean Amiot, président de l'AAT, en conclusion pour la Farewell Address. Patrick, comme on dit, the floor is yours. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être digne de cette mission. Donc, j'ai voulu commencer, ceux qui me connaissent m'ont reconnu, en paraphrasant une phrase bien connue, le titre d'un roman de guerre: à l'ouest, rien de nouveau. Ben si, à l'est, à l'extrême est, il y a du nouveau, c'est la BITD sud-coréenne qui est en train, je dirais, de changer la donne. Donc, je ne suis pas coréen. Effectivement, je n'ai pas les yeux bridés, mais j'ai passé les plus belles années de ma vie, quand j'étais encore jeune et pas trop vilain, sur des programmes coréens, en particulier sur le char coréen de la précédente génération, le K1,
et sur une tourelle antiaérienne bi-20 mm, le Bi-Ho, tigre volant pour ceux qui parlent coréen, que vous voyez sur ces photos. Donc, ça m'a permis de connaître à la fois les besoins et aussi, je dirais, ce qu'est la conscience coréenne, quels sont les éléments marquants de cette civilisation parmi d'autres civilisations asiatiques. Il faut bien voir que les Coréens sont un peuple extrêmement original par rapport aux Chinois, aux Japonais et autres. Bon, petite entrée en matière. Voici le paysage que vous voyez quand vous êtes à Séoul, capitale de la Corée du Nord. Paysage montagneux comme la quasi-totalité de la Corée du Nord, ville importante et sur le plan stratégique, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière, ou du moins de la ligne de démarcation avec la Corée du Nord. La grande angoisse de la Corée du Sud serait une attaque surprise de la Corée du Nord. N'oublions pas que pendant la guerre de Corée, Séoul a été pris 2 fois par les Coréens du Nord et repris 2 fois, à chaque fois avec un cortège, je dirais, d'élimination directe des adversaires, ou supposait-elle. Ben là, un grand voyage, un endroit où je ne suis pas allé, peu de gens vont, ben vous avez un superbe exemple de ballet, le ballet des défilés aux différentes fêtes nationales. Donc, sur la place principale, où vous avez la statue du fondateur Kim Il-sung, puis à côté la statue du fils et du petit-fils bientôt, et un défilé organisé de main de maître. Mais est-ce que un défilé est représentatif de la valeur d'une armée? C'est une autre question. Et en bas à droite, eh bien, une capture d'image de TF1, quelque chose qui est présenté comme une bombe thermonucléaire présentée à Kim Jong-il. Bon, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, les 2 drapeaux, le drapeau originel de la Corée, c'est celui de gauche, bien entendu, avant que la Corée ne soit d'abord colonisée par les Japonais et ensuite séparée en deux pays antagonistes. Le gros point intéressant, parce que, si vous voulez, une BITD n'est valable que quand elle s'appuie sur un pays relativement ou suffisamment évolué, suffisamment riche, et qui a développé sa propre BITC, base industrielle technologique civile. Il ne peut pas y avoir une BITD de qualité et pérenne si elle ne s'appuie pas, c'est d'ailleurs tout à fait vrai aussi pour la BITS, base industrielle et technologique spatiale, sur une industrie civile puissante, forte et moderne. Je vais vous donner, donc là vous voyez, donc à partir de 88-89, les revenus individuels par habitant ont commencé par se séparer très nettement. Et aujourd'hui, la Corée du Sud a un niveau de vie intellectuel en PPA, individuel en PPA, de l'ordre des pays de l'Europe occidentale, alors que la Corée du Nord est redescendue. Ceci est d'autant plus intéressant qu'il y a 2 générations, en 62, le niveau de vie des 2 Corées, qui était similaire, était celui de la Haute-Volta, actuellement le Burkina Faso. Le Burkina Faso est resté au même niveau, à peu de choses près, alors que la Corée a atteint un niveau européen de l'Ouest. Un élément important, c'est que dans le PIB de la Corée du Sud, la part de l'industrie, toutes industries confondues, est de 40%. Que vous comparez avec des pays européens, je dirais avec belle industrie comme la Suisse ou l'Allemagne, où c'est à peu près 20%, et la France, où c'est tombé à moins de 10%. Donc, effectivement, la BITD coréenne s'appuie sur une BITC, une base industrielle civile, qui est forte, dynamique et qui développe et qui entraîne le développement de la BITD. Bon, quelques chiffres qui vous donnent une vague idée d'une carte géographique. N'oubliez jamais que vous avez le mensonge, le grand mensonge et les statistiques. Et la deuxième phrase de Winston Churchill, ne croyez jamais une statistique que vous n'avez pas vous-même truquée. Alors, là, je ne sais pas truc. Les gens qui croient que la Corée, c'est quand même un pays exotique, eh bien, ces valeurs humaines, de développement humain, montrent que la Corée du Sud est très proche des niveaux européens de l'Ouest.
Alors, vous avez 4 valeurs, la note de transparency internationale, le classement, vous voyez que bon, c'est dans la même gamme que la France, l'indice de développement humain par l'ONU et l'indice Gini qui est un indice de différence des revenus, c'est-à-dire de l'étalement des revenus parmi la population. Alors, vous voyez que dans ces cas-là, il n'y a pas de différence majeure entre la France et les autres pays européens proches et la Corée du Sud ou République de Corée, qui est son nom légal. Donc, considérons les Coréens comme étant des Européens, certes aux yeux bridés et à peau un peu jaune, mais c'est quand même des Européens. D'autant plus que c'est probablement le pays asiatique dans lequel l'influence européenne du christianisme, attention, je dis du christianisme, je ne dis pas du catholicisme, est la plus importante, avec environ 20 à 25% de la population qui se rattache à une église chrétienne, minoritairement dans cette 25% des catholiques, majoritairement, effectivement, différentes colorations de protestantisme, avec pas mal d'influence au milieu des protestants évangéliques. Ce qui est important, c'est que pendant la résistance aux Japonais, qui a duré entre 1905 et 1945, pendant 40 ans, cette résistance était généralement animée par des chrétiens, et que lorsque l'indépendance est arrivée à partir de 1945, ces chrétiens qui avaient animé des réseaux de résistance, passifs ou actifs, ont pris et conservé le pouvoir. Donc il y a une influence du christianisme qui est plus importante que le pourcentage indiqué. Attention, d'être chrétien ne signifie pas ne pas être en même temps confucéen. C'est-à-dire que les relations dans la société sont du respect de l'élève vers le maître, de l'employé vers le directeur, du citoyen vers le président. Donc, cette imprégnation du confucianisme qui va au-delà des croyances religieuses est très importante, explique en partie d'ailleurs les succès économiques et politiques, et peut-être aussi est à l'origine de craintes pour l'avenir. Voilà. Donc, vous voyez, si on comparait avec les deux pays les plus proches géographiquement, la Chine et le Japon, eh bien, vous voyez qu'effectivement, la Corée est le pays qui se rapproche le plus des niveaux atteints en Europe. C'est un élément important quand on considère le résultat des 30 dernières années passées en Corée. La Corée, au point de vue politique, est un pays authentiquement démocratique. La seule preuve, régulièrement, c'est l'opposition qui gagne les élections, aussi bien au niveau de l'Assemblée nationale qu'au niveau du président. Donc, il y a régulièrement passage de gauche à droite. Mais dans tous ces cas-là, le soutien à l'industrie de défense est conservé et assuré. Il n'y a pas beaucoup de minorités, de groupes minoritaires anti-armement dans ce pays-là. Bon, l'industrie coréenne de défense, elle est très ancienne. Hein, on remonte en 1590, donc il y a plus de 4 siècles, où une fois de plus, la Corée s'était fait envahir par les Japonais, et où c'est une invention coréenne, le bateau tortue, un premier cuirassé qui était capable, je dirais, de porter le fer sans lui-même risquer d'être coulé, a permis de défaire et de couler à plusieurs reprises la flotte japonaise. Donc, ce bateau tortue figure sous forme, a été reconstitué, figure sous forme de maquette dans la plupart des établissements publics. Et l'innovation navale qui est due à l'amiral Yi, et qui était à la fois ingénieur naval et amiral, et Yi a une position dans l'histoire de la Corée qui correspond en partie, on pourrait le comparer à Jeanne d'Arc en France, à qui un adversaire tous les demi-viens, d'ailleurs les Britanniques ou les Japonais. Enfin bon, Yi est toujours considéré, une fois par an, le Premier ministre vient s'incliner et déposer des offrandes sur l'autel, au sens religieux du terme, de l'amiral Yi. Bon, nous avons parlé d'une Corée, mais en fait, il y a 2 Corées, la Corée du Nord, République populaire et démocratique de Corée, et la République de Corée, qui est le don légal de la Corée du Sud, que nous appelons Corée du Sud. Donc, les deux ont leur propre BITD, qui se placent tous les deux dans l'héritage de l'amiral Yi, etc. J'ai essayé de faire un classement de ces deux pays, de ces deux BITD. La Corée du Nord est restée, sauf dans le domaine des missiles et de l'armement nucléaire, très en retrait.
mais ce qui ne les empêche pas d'avoir une industrie, de produire des chars et des sous-marins et des drones, aussi bizarre que ça puisse paraître. Ils ont une certaine expérience dans les drones que je n'ai pas indiqué là. Alors que la République de Corée, donc notre Corée du Sud, elle est quasiment autonome en R&D et en production dans tous les domaines. Dans le naval, oui, nous verrons. Dans l'aéro, elle est en train d'y accéder. Dans l'armée de terre, elle est en train d'y accéder. Dans les missiles, elle est en train d'y accéder. Et en électronique, sachez que la plupart des équipements électroniques que vous avez actuellement en France sont composés avec des puces, des composants produits et développés pour la plupart en Corée du Sud, à côté de Taïwan. Donc, ce pays n'est plus ce qu'il était il y a 2 générations. C'est plus un pays agraire, c'est un pays hautement industrialisé. Bon, la République de Corée, alors j'insiste sur le fait que la BITD coréenne s'appuie sur la BITC, 40% du PIB, c'est de l'industrie. Et le deuxième point sur lequel je désire attirer votre attention, c'est le fait que la République de Corée investit énormément en R&D, dans toutes les R&D, civiles, défense, etc. BITD, je dirais, privé ou gouvernemental. Le seul pays sur lequel ils sont en concurrence, à ce niveau-là, ils en sont à 4,81, c'est Israël, qui est un petit peu au-dessus, à 4,54. Maintenant, Israël baisse un petit peu. Bon, si vous voulez faire une comparaison avec la France, la France, on en est qu'à 2,35, moins de la moitié. Ça explique une partie de l'expertise que nous avons désormais en Corée dans la réalisation de produits et d'initiatives de développement de produits. Cet indice que vous voyez là, eh bien, vous voyez que depuis près de 30 ans, la Corée s'est envolée et est en train, selon certaines années, de rattraper ou d'être en passe de rattraper. Là, vous avez les chiffres de 2020, mais en 2022, Israël et les gens ont baissé et ils sont à nouveau à égalité, tête à tête. Alors que nous autres, en France, on est au niveau de l'OCDE, c'est 2%, 2,5%. Ce n'est pas du tout le même ordre de grandeur. Vous comprendrez en voyant ce graphe-là les raisons originales des développements des BITC et BITD coréennes. Cela étant dit, si les industries sont pratiquement toutes des industries privées, l'administration coréenne, le ministère de la Défense coréen, a la haute main pour superviser les industries qui sont chargées de tel ou tel développement. C'est un pays confucéen et donc quand l'administration décide, on obéit. L'obéissance est caractéristique de la réponse positive à une demande clairement exprimée par l'administration. Alors, vous avez un certain nombre d'agences gouvernementales, vous en avez essentiellement 3, plus une qui vient d'être créée, que nous verrons plus tard. Le DAPA, Défense, Acquisition et Programme Administration, c'est en gros, si on pouvait comparer, la DGA française, avec les mêmes statuts, les mêmes responsabilités. Et à côté de ça, vous avez une deuxième administration qui est plus ancienne, que l'on pourrait comparer en France à l'AID, l'Agence d'innovation de la défense, qui, elle, est chargée de la R&D, et c'est elle qui va désigner l'industriel chargé de tel ou tel développement. Lorsque j'étais actif, il y a une trentaine d'années, il fallait trouver un licencié local, et notre choix a été basé sur un certain industriel, et a dit non, non, pas du tout, nous avons décidé que ce serait un autre qui serait votre interlocuteur. Et bien entendu, à ce moment-là, tout le monde a, je dirais, c'est un peu normal, claqué des talons. Voilà. Et puis, bien sûr, vous avez une industrie de qualité de défense. Et puis, vous avez une dernière administration qui est moins dans notre domaine des BITD, mais dans la BITS, c'est le CARI, qui est l'équivalent regroupé de l'ONERA et du CNES, voilà, ou de la NASA américaine. Le côté BITS est moins développé que le BITD, mais néanmoins, la Corée fait partie du petit nombre de pays ayant développé ses propres fusées civiles, ses propres lanceurs de satellites, ses propres satellites et son propre champ de tir. Cela étant dit, elle est moins visible que son homologue nord-coréen. Pour lequel, effectivement, lancer un satellite a un rôle de propagande certain. Alors là, vous avez regroupé l'industrie de l'armement coréenne, qui quasiment est toute parfaitement privée ou avec
KAI, une petite implication de l'État, mais qui est gérée en société privée. Pour s'y retrouver, c'est un peu difficile parfois parce que les industriels coréens ont la mauvaise idée de changer de nom. Moi, quand je travaillais avec Hyundai Heavy Industries, c'est devenu Rotem, mais c'est les mêmes personnes, ça fait toujours partie du groupe Rotem. Ce sont les industriels, c'est l'industriel chargé du développement du char de combat K1, K1 PIP et K2. Mais donc, mis à part le changement de nom, qui continue. Il faut bien voir que l'industrie privée, si on peut dire coréenne, est une industrie multi-rôle. Ce que l'on a abandonné en France en voulant hyper spécialiser des groupes industriels, là au contraire, la même société va faire à la fois des machines à laver, des voitures, parfois même des hôtels. Hein, le LG qui est là-dedans a été pendant longtemps, je dirais, propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe. Toutes ces sociétés, tous ces grands groupes, tous ces grands chaebols, comme ce qu'on avait dans les concerns allemands avant-guerre, s'occupent de tout. Et parfois, avec un certain succès, mais de temps en temps, on ne s'y retrouve plus tout à fait. Et ce qui fait que quand un secteur est un petit peu en difficulté, ce sont les autres secteurs qui viennent à son secours. Voilà, donc, ce sont les industriels, les 10 ou 12 industriels principaux, il y en a quelques autres. Next One Future, c'est de l'électronique. Bon, Hyundai, et Dozan en a parlé, ils ont parfois changé de nom, puisque Hyundai est devenu Rotem, tout en restant dans le groupe Hyundai. Et puis, il y a pour les drones, hein, puisqu'ils sont à la mode, il y a quand même 3 Coréens qui sont dans le marché. Mais actuellement, les drones coréens n'ont pas à l'exportation le succès que vont avoir d'autres armements plus anciens ou plus adaptés. Bon, une BITD, base de stratégie de défense, a pour but essentiel d'assurer l'autonomie et la souveraineté de l'équipement des forces indigènes, des forces locales. Donc, effectivement, les programmes de la Corée sont importants dans tous les domaines. Il y a l'équivalent d'une LPM, la LPM a été complétée dernièrement avec de belles sommes qui ont été investies. Bon, vous avez ici un certain nombre des programmes qui sont actuellement en cours de livraison ou qui vont commencer à être livrés. Au milieu, vous avez les 2 programmes de l'armée de terre les plus emblématiques. Le K2, qui commence à être exporté sur le marché international, et le K9, l'artillerie. Attention, c'est une artillerie qui n'est pas aussi mobile et légère que le César. C'est du lourd, hein, je dirais, c'est de l'évolution des systèmes M109 américains, mais en y important des éléments nouveaux, en particulier en électronique. Et on reconnaît un petit peu la forme. Au point de vue aviation, l'aviation continue à acquérir des avions américains, le F-35 en particulier, la AWACS, mais il y a 2 programmes majeurs locaux de combattants à réaction. Le premier, c'est TA-50, FA-50. C'est l'équivalent, pourrait-on dire, si on voulait faire une comparaison, d'un Alpha Jet beaucoup plus agressif, ayant la capacité d'être un chasseur léger et de faire de l'attaque au sol, et qui a été vendu, nous allons le voir plus tard. Au point de vue hélicoptère, eh bien, la Corée s'est rapprochée d'un industriel, alors je ne sais pas si je dois dire français ou européen, Airbus Hélicoptère, qui a adapté 2 de ses produits, le Cougar et le C-155, pour faire des produits que nous verrons tout à l'heure, qui sont, alors le premier, qui est un hélicoptère de transport, est en service, et le second va rentrer en service. Et puis surtout, alors que nous autres Européens, nous sommes en train de regarder dans la glace sur le SCAF, est-ce qu'il va être développé, pas développé avec les Anglais, les Américains, enfin, excusez-moi, là, avec les Allemands en fait, mais pour lequel le partage des tâches n'est pas encore très bien connu, le leader n'est pas très bien connu. Eh bien, le KF-1 Boramae, lui, le 4e prototype vole et a même commencé à faire des tirs de missiles. Le missile, c'est un missile MBDA. Donc, vous voyez, sur ce point-là, si on ne se réveille pas vite, la prochaine génération des avions de combat européens et français sera Boramae, donc un avion de combat de 5e génération qui est peut-être moins ambitieux, légèrement moins ambitieux
que le SCAF, mais lui, il est disponible tout de suite, pas dans 15 ans. Et puis, nous voyons qu'actuellement, le TA-50, FA-50, donc la version entraînement et appui au sol chasseur léger, est en grande production et a un certain succès à l'exportation. Alors, le voilà, notre Borromale. Bon, les formes sont toutes les formes classiques actuellement des avions de 5e, 6e génération. 4 prototypes sont en vol. Je pense que, mis à part les Américains avec le F-35 et un autre dont je sais pour l'instant, eh bien, c'est le premier chasseur de 5e, 6e génération ou 5,5 à être disponible. Ce n'est pas, ce que vous voyez, c'est peut-être une maquette dans une exposition, mais les vrais avions volent. 4 volent déjà. Nous verrons d'ailleurs la politique de la Corée et de la République de Corée pour le développement de cet avion. Et puis voilà les hélicoptères coréano-européens. À gauche, Surion, qui est une évolution très modernisée, adaptation, coréanisation, j'aime ce mot de coréanisation, du Cougar. Et à droite, coréanisation, c'est un hélicoptère d'attaque au sol, de combat. Ce n'est pas de la classe du Tigre, mais c'est de la classe d'un avion un hélicoptère ayant des capacités d'attaque au sol. Côté marine, eh bien, la marine coréenne se renforce jour après jour, sous-marinade avec maintenant des sous-marins classiques, mais avec des capacités de missiles mer-sol, donc du SSBN, du sous-marin stratégique non nucléaire, et des missiles non nucléaires pour l'instant. Car là, on se pose des questions. Et puis, la Corée va même innover puisqu'elle reprend une vieille idée, celui de ce qui avait été appelé un frappeur, qui avait été conceptualisé par un chercheur français il y a une trentaine d'années, et qui serait, alors ce n'est pas une barge, hein, mais qui serait un équipement capable de lancer chacun jusqu'à 80 missiles balistiques, et dans lequel la Corée semble s'être décidée à en produire 3. Si cela est le cas, ce serait le premier de ces engins dont on parle depuis longtemps, mais à être mis en service. Ça donne une capacité de frappe. Bon, alors pour les marins, ça fait un petit peu penser, il n'est pas submersible, même s'il a une silhouette très basse, ça fait un peu penser au Surcouf de l'entre-deux-guerres. Alors certes, le Surcouf était un mauvais sous-marin et un mauvais croiseur lourd, mais là, on peut espérer que de toute façon, ce n'est pas un sous-marin, ait été retenu. Vous voyez, c'était une sorte de base flottante capable de lancer jusqu'à 80 missiles. La Corée, non seulement produit ses propres armes, mais elle en achète beaucoup, essentiellement aux États-Unis, qui ont la part du lion là-dedans. Bon, ça a été le 4e importateur du monde. Ils ont peut-être un peu décalé d'un niveau, parce que l'Inde, désormais, est un grand acheteur d'armement aussi. Donc là, vous avez les principaux. Et les États-Unis quand ils veulent vendre un matériel qu'ils ont sur étagère, je pense du F-35, leur argument n'a pas un argument ni de prix, ni un argument, je dirais, de performance technique, mais un argument, je dirais, politique. Nous avons 40 000 soldats qui sont en Corée pour protéger la Corée contre les méchants du Nord. Effectivement, ce ne sont pas des gens très sympathiques. Il serait bon quand même qu'il y ait capacité d'emploi commun entre les armements coréens, ceux que vous ne fabriquez pas vous-même, et les fabricants américains. Donc, si vous voulez qu'on vous protège, prenez nos équipements pour l'interopérabilité, l'interchangeabilité. Donc, ça vous explique que quand vous êtes en concurrence avec un matériel américain en Corée, vous pouvez reprendre le premier avion pour rentrer, parce que la situation est un petit peu douce. Il y a 20 ans, l'un des premiers échecs du Rafale, il y a eu 2 échecs pour les mêmes raisons en Singapour et à la Corée. Depuis, les équipes de d'aviation ont appris et ont gagné pas mal de compétitions également face à leurs concurrents. Mais effectivement, ça a été l'échec, alors que le matériel avait fait de très bonnes démonstrations, mais il n'y a pas l'appui politique nécessaire. Bon, il n'y a pas que les Américains à vendre, hein. Bon, les Russes, il y a une trentaine d'années, après l'effondrement de l'Union soviétique, l'Union soviétique a une grosse dette et les a payés en armement. Alors, ces armements n'avaient pas beaucoup d'importance pour les forces de défense coréennes, mais par contre, ça permettait aux Sud-Coréens d'apprendre le fonctionnement de ce qui équipait la Corée du Nord. Donc, c'était plutôt pour faire des plastrons.
Israël a une position très bien affirmée, peut-être moins chez lui qu'il ne l'est à Singapour, mais également est apprécié par la qualité de son matériel et par les courts délais de production, de livraison. Et nous autres Français, nous avons eu des grands succès. Je suis dans les années 2000, mon viseur de char, ben, c'était mon produit et effectivement, on a bien travaillé. MBDA a très bien travaillé aussi, continue à travailler d'ailleurs, puisque c'est un de ces missiles qui est monté sur le KF-21. Thales aussi, et puis Airbus a développé sur Ion et développé le LRH. Donc ces succès font que les produits européens, je dirais quand je dis européens français, sont ont quand même une certaine place dans le domaine. Alors, il y a un point sur lequel je voudrais insister, et sans cette planche numéro 40, on n'a rien compris, c'est la capacité des Coréens à apprendre par rapport à un autre pays. Alors, le pays, comme on est entre nous, je vais citer, c'est l'Inde, hein, je ne répéterai pas l'ambassade d'Inde. Il y a à peu près 40 ans, l'Inde et la Corée du Sud avaient le même problème, s'équiper en nouveaux sous-marins. Et pratiquement au même moment, en 81, 87, ils ont tous les deux acheté la licence d'un sous-marin allemand. L'un, c'était le 209 1500, l'autre, le 109 1300. C'est quasiment les mêmes, c'est une question de tonnage. Nous sommes 40 ans plus tard. L'Inde est toujours à la recherche, a fait des essais, annulé des commandes, a tenté plusieurs choses, mais n'a jamais réussi à apprendre à développer son propre sous-marin. Et encore aujourd'hui, donc en 2020, 2023, il y a un nouvel appel d'offres pour demander une licence dans lequel tout le monde répond, les Français de Naval Group, les Allemands de HDW, les Russes, tout le monde. Et les Coréens. Alors que les Coréens ont acheté la licence au même moment, s'est rendu autonome 10, 15 ans après, est rentré en compétition avec HDW et a remporté un marché de 2 fois 3 sous-marins en Indonésie, et aujourd'hui se retrouve dans cette compétition indienne. J'espère que Naval Group va gagner, bien entendu, mais les Indiens des SME sont en compétition contre ceux qui leur avaient vendu la licence 30 ans auparavant. Donc, cela montre que acquérir une technologie, c'est réellement dans l'état d'esprit confucianiste. Moi-même, quand j'y étais, à un moment donné, j'avais remarqué que mes amis coréens allaient au-delà de la licence qu'on leur avait accordée, et bien au-delà, et je leur dis, c'est pas sympa de votre part, vous dépassez ce que vous devriez faire. Et ils m'ont répondu, mais monsieur Michon, j'imite l'accent coréen, mais monsieur Michon, on ne copie que les bons maîtres. Donc si on vous copie, c'est que vous êtes un bon maître. Et contre ça, évidemment, vous n'y pouvez rien. Et effectivement, à partir de 2005-2010, nous n'avons plus vendu le viseur parce qu'il y avait un viseur coréen, peut-être au début légèrement moins bon, mais qui avait été, je dirais, une copie, je ne peux pas dire une copie chinoise, mais une copie coréenne qui était pas mal faite du tout, et depuis, qui a atteint et voire dépassé ce que savait faire. Bon, ce film, c'est devenu Sagem. Donc, ça fera aujourd'hui. Donc, vous voyez, le coréen de base, confucianiste, a la capacité d'intégrer dans ses remarques ce qu'il a vu ailleurs. Et parfois, ça leur fait des tours. Il y a moins longtemps, il y a une dizaine d'années, à l'époque, j'étais responsable de motorisation de tourelles de char, donc électriques. Et il y avait, bon, bien sûr, les moteurs, engrenages, blablabla, mais il y avait aussi le boîtier électronique. Et il se trouve que le traducteur s'est trompé. Au lieu de présenter le boîtier électronique de puissance et autres de la motorisation de la tourelle, a présenté un boîtier vidéo qui était 20 fois plus petit. Et dans la traduction, c'est devenu le boîtier. Je m'amuse à l'idée que nos amis coréens essayent de mettre dans cette petite boîte à chaussures ce qui tenait dans un petit frigidaire. Ils n'ont pas dû y arriver. S'ils y arrivent, ça prouve qu'ils sont vraiment meilleurs que je le croyais. Comme quoi, copier, ce n'est pas toujours évident à faire. Bon. Néanmoins, avec leur propre savoir-faire, avec le savoir-faire qu'ils ont acquis plus ou moins officiellement, aujourd'hui, l'ambition de l'industrie de défense coréenne, appuyée totalement par le gouvernement, qu'il soit de gauche ou de droite,
Il n'y a pas de... C'est pas un président coréen qui désarmerait un avion au Salon du Bourget. Eh bien, dès à présent, ils sont partis de pas grand-chose, de rien, et ils visent 5% du marché mondial. 5% du marché mondial, c'est la France, hein. Bientôt, ils seront notre équivalent, sauf si d'ici là, on monte, bien sûr, puisque là, nulle part, les Russes vont descendre avec les événements et le fait qu'ils ont leur propre marché interne à alimenter actuellement. Mais je m'inquiète sur des capacités importantes, puisque Israël est très bon dans un petit nombre de domaines, l'électronique, les drones, etc., alors que le Coréen vise la totalité de l'éventail du marché. Alors, on va en avoir quelques-uns. Bon, alors bien sûr, pour ça, il faut qu'il s'appuie sur une administration, celle qu'on n'a pas vue tout à l'heure, elle s'appelle DXPro, DXPro. Bon, en gros, c'est l'équivalent de la direction internationale de la DGA, qui aide aussi peut-être un peu l'équivalent de cela et de Sofema et J4 et tout, tous ces regroupés là-dedans. Ça évite des luttes fratricides que nous pratiquons en France. Alors maintenant, voilà, tout ce que va nous vendre nos amis coréens pour l'armement terrestre, ben, il y a deux champions. Taekwondo, c'est leur sport de combat, hein. Leur champion, c'est le K2 Black Panther et le K9 Thunder. Alors, alors il y a d'abord eu des échecs, hein, en Malaisie. Le K1 dans les années 2000, là, à l'époque, ils ne savaient pas encore vendre et ils étaient limités puisque dans le contrat du K1, le K1 est au départ des licences américaines ou du moins des blueprints américains. Donc, ils ne pouvaient pas présenter le K1 en concurrence avec le M1 américain. Mais cette limitation a tombé avec le K2. Donc là, il y a eu un échec dans les années 2000. En revanche, en Turquie, deux grands succès. La licence du K9 Fender, mais les quantités turques, c'est des quantités sympathiques. Voilà, je parle en tant qu'ancien marchand de canons. Et puis, nous sommes passés en une génération, hein, entre 80 et 2010-2015, nous sommes passés d'un pays acquéreur de technologie à un pays vendeur de technologie, puisque le char turc Altay, qui est en cours de développement, il reçoit des technologies coréennes. Vous voyez la vitesse à laquelle ce pays est passé en France, il y a eu la même chose. À partir de 45-50, la France était acheteuse de technologie américaine. Et dans les années 60-65, la France vendait en partie le Mirage. Le Mirage 3 a pris la place de ce qui était acquis auprès des Américains, des technologies acquises auprès des Américains auparavant. Et puis, pour tous ceux qui dormaient tranquillement, en disant, bon, bah, les Turcs, c'est loin, etc., il y a le grand coup de tonnerre de la Pologne, hein, puisque peut-être avec un soutien discret des Américains, puisque les Américains n'avaient pas les mêmes produits, la Pologne a signé un méga contrat en Pologne avec de l'aéronautique, le Golden Eagle, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire chasseurs légers et avions d'entraînement avancés, l'armement terrestre avec de l'artillerie et de l'armement terrestre avec des chars. Et prévoyant une production, devenant une production chez PGZ, qui est le grand industriel étatique polonais, qui prendrait une production locale. Donc, on est passé d'un pays, la Corée, qui fabriquait sous licence, à un pays qui donne des licences. Il y aura un K3, si je peux utiliser ce mot-là, qui serait co-développé par les Polonais et par Rotem. Alors, parfois, Rotem, c'est Hyundai Rotem, HDC, HRC, c'est la même chose. Et puis, toute dernière information que j'ai eue très, très récemment, Varsovie est maintenant intéressé par rejoindre ce fameux SCAF coréen, j'aurais dû dire coréano-indonésien, puisqu'en fait, l'Indonésie paye 20% du développement du F-21 Bormae. Donc, Varsovie ne se rapprocherait pas des Franco-Allemands du SCAF, ne se rapprocherait pas des Italo-Anglais, Japonais du Tempest d'origine anglaise. Alors, parce que c'est des Japonais, c'est normal, hein, n'oubliez pas que pour un Coréen, le seul point sur lequel les Coréens du Nord et du Sud sont d'accord, c'est la détestation des Japonais. Alors ça, tous les opposent sauf ça. Donc, ils ne pouvaient pas se rapprocher d'un programme où il y avait... Donc, ils ont leur propre équipement, ils sont en train d'y raccrocher la Pologne. Cela n'est pas fait, c'est en cours,
de négociation. Finalement, la Pologne aura peut-être un avion de 5e génération plus avant les autres pays européens. Gros avantage de l'industrie coréenne, ils ne demandent pas 2 ans avant de livrer. Alors, peut-être parce qu'ils sont particulièrement intelligents au point de vue industriel, peut-être aussi parce que les industriels ont l'autorisation de prélever sur les stocks de l'armée coréenne. 4 mois après la commande, les 24 premiers K2 ont été livrés. Et là, vous avez sur cette photo les 5 premiers avec les drapeaux coréens et polonais. Donc, vous voyez, cette rapidité de réaction est un élément commercial extrêmement important. C'est un avantage industriel remarquable, comme Israël. L'industrie israélienne a la capacité aussi de prélever, l'industrie israélienne, de prélever sur les stocks de Tsahal pour livrer en cas d'urgence à un client pour lui permettre d'attendre sa propre production. Mais les deux pays ont un point commun, c'est qu'ils vivent tous les deux sur une économie de guerre, je dirais, une menace existentielle aux frontières. Les uns, c'est l'Iran et d'autres pays du voisinage, et les autres, c'est la Corée du Nord. Mais ce point-là va faire que ça va se reproduire dans d'autres pays, et je ne serais pas étonné que les Coréens, sur l'élan de la Pologne, conquièrent d'autres marchés européens. Bon, le K9, vous voyez, outre la Corée, les pays qui ont commandé et qui sont en cours de livraison. Certains pays comme la Finlande d'ailleurs, et peut-être l'Estonie, ont commandé des K9 d'occasion. Mais ça permet d'avoir le pied dans la porte. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que les premiers essais en 2000 du K9 dans un incident de frontière à la Corée du Nord avaient démontré que c'était une artillerie dangereuse pour ses servants. Mais ça, on l'a oublié. Maintenant, on passe à la marine. Vous voyez, on trouve des clients dans tous les continents. Gros client aujourd'hui de la Corée, c'est l'Indonésie, où pratiquement tous les nouveaux bâtiments ont 2 origines en Indonésie. C'est soit des Coréens, soit des Italiens, qui ont vendu des versions italiennes de la FREMM. Bon, au point de vue aviation, eh bien, point de vue aviation, les gros produits de vente aujourd'hui, avant la mise en disposition du KF-21, ben, c'est un avion d'entraînement, que nous n'avons pas l'équivalent en France, et le TA-50 ou FA-TA-50, que vous voyez à droite, qui est un bel avion qui peut se comparer, si vous voulez une comparaison, avec un avion italien, le M346, avec cette double capacité d'entraînement avancé et de chasseurs légers, voire attaque au sol. Le point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est le Sénégal, qui fait partie, au sens romain des termes, des clients français. Il n'y avait pas de pays africains plus proches de la France que le Sénégal. Eh bien, le Sénégal a acheté à la fois des avions d'entraînement de base et des avions chasseurs légers coréens, alors qu'effectivement, je n'ai pas de lien historique à présenter entre le Sénégal et la Corée. Je ne sais pas s'ils se connaissaient réellement auparavant, mais les vendeurs coréens sont des bons vendeurs. Bon, 2 autres exemples. Alors, ce sont des négociations en cours qui ne sont pas validées aujourd'hui. L'Égypte, toujours pour son FA-50, les Émirats arabes unis, pour le même modèle de véhicule qui va devenir l'un des 2 matériels répandus à côté de l'italien M346, qui lui-même est une copie plus ou moins légale d'un avion russe. Conclusion, on ne fait pas une BITD du jour au lendemain. Pour la Corée, pour la République de Corée, il a fallu 50 ans pour atteindre le niveau où ils en sont aujourd'hui. Et ceci est d'autant plus intéressant, ça je ne l'ai pas dit, que sous l'administration japonaise, qui était une colonisation très, très dure, néanmoins, les Japonais avaient commencé à installer une industrialisation, mais uniquement dans le nord. Le sud était réservé à un emploi agricole et forestier. Donc, lors de la séparation des 2 Corées, l'industrie était au nord et le sud n'avait strictement rien. Cette séparation a 75 ans, d'accord, mais cela fait une 50aine d'années que la Corée a des résultats dans tous ces domaines-là, y compris, mais qui se base sur une BITC, une base civile,
qui fait 40% du PIB. Et ceci se base sur une capacité, je dirais, de formation de très grande qualité. Dans tous les concours PISA et autres, la France, en particulier, et l'Europe en général, mais surtout la France, est reléguée aux dernières classes, au fond de la classe. Les Coréens ont, comme la plupart des industries des pays asiatiques, Chine, Japon, Malaisie, pas Malaisie, Singapour, ont une conception de l'instruction que l'on peut comparer à ce qu'avait la France sous Jules Ferry. Alors, c'est pas une formation scolaire, je dirais, amusante, hein, du tout, mais c'est du travail. Le petit Coréen va à l'école primaire, puis au collège, puis à l'équivalent du lycée, comme tout le monde. Mais quand il rentre à la maison, ses parents l'envoient dans une classe je dirais, de bachotage, qui fait qu'il ne rentre qu'à la nuit tombée, qu'à 8h, 9h du soir. Alors, les élèves avec une forte capacité intellectuelle, c'est bien, ils apprennent beaucoup, mais les élèves plus fragiles intellectuellement, ben, vous avez un taux de suicide d'enfants quand même qui ne serait probablement pas accepté en France. La juste vérité serait probablement entre les deux. Voilà. Vous avez le cas de l'Ukraine. Est-ce que la Corée vend en Ukraine? Officiellement, non. Il n'est pas exclu que certains matériels soient vendus aux États-Unis qui les remettent à disposition de l'Ukraine. En résumé, hein, pour avoir une BITD, vous devez avoir une BITC qui est doublement utile pour la BITD et la BITS. Bon, cela étant dit, tout n'est pas merveilleux. La merveille, je dirais, le royaume des fées n'existe pas de ce monde. Il y a un certain nombre de problèmes. Ces grandes industries, les Shaebol, ont parfois des fragilités. N'oubliez pas que Daewoo a fait faillite, qu'il fut des moments où Hyundai n'était pas en bonne situation économique et financière. Donc, effectivement, ça peut créer une fragilité. Et puis, la Corée du Nord est quand même un élément qui, excusez-moi, je veux dire un fouteur de merde dans cette affaire-là. Le confucianisme, ça a d'énormes avantages parce que ça enregimente tout le monde et il y a un but, on atteint le but, mais le respect de la hiérarchie, c'est le respect aveugle de la hiérarchie. L'élève obéit au maître, la femme obéit au mari. S'il y a des dames parmi nous, excusez-moi, mais étant un mari, je n'y verrai pas d'objection. L'élève obéit au maître, l'ouvrier à l'ingénieur au directeur, et tout à l'avenant. Ça a quand même des inconvénients. Ça fait avancer les choses vite, mais des initiatives un peu d'en haut, ce n'est pas toujours efficace, effectivement. Bon, l'instruction et l'éducation scolaire, c'est la même chose, hein, c'est du Jules Ferry 100 ans après. Mais le Jules Ferry a fait en France que le petit-fils d'un agriculteur est devenu président de la République. Ça a été grâce à Jules Ferry que le père de Georges Pompidou est devenu instituteur et que son fils est devenu d'abord agrégé de français et puis président de la République. Donc, ils en sont là. Le gros problème actuel de la Corée, qui n'est pas du tout lié à ce que je viens de dire, c'est que les Coréennes, elles ne font plus d'enfants. Les chiffres varient suivant les sources. Là, j'ai pris le chiffre le plus négatif, le plus faible, mais à 0,8 enfants par femme, alors que l'immigration, c'est quelque chose qui est inimaginable pour un Coréen, comme pour un Japonais. Hein. Les étrangers sont en nombre très limité et ne sont pas forcément très bien considérés, sauf les Français. Les Français qui ont un certain succès, surtout vis-à-vis des dames coréennes, mais cette chute, c'est un problème à moyen terme, comme la Chine, et comme le Japon. Et puis, le pays est devenu riche, mais est-ce que les Coréens sont tous devenus à leur aise? Ça, je ne saurais pas le dire. Bon, cela étant dit, l'ampleur du marché est telle, soit pour les besoins personnels de la Corée, les besoins locaux de la Corée, soit pour du partenariat, pour se partager des marchés à l'exportation, c'est que l'on doit absolument penser matin, midi et soir à une collaboration, une coopération avec l'industrie coréenne qui a quand même le vent en poupe aujourd'hui. Et puis, nous arrivons près de la fin. Vous avez échappé à une vingtaine de planches que j'avais préparées. Un petit coup d'œil sympathique. Premièrement, est-ce que la Corée du Nord fait de l'arme biologique, bactériologique, chimique, tout ce que vous voulez, mais la Corée du Sud le fait-elle?
Eh bien oui, il y a une arme bactériologique, c'est le kimchi. Le kimchi que vous allez manger si vous y allez. Le kimchi, c'est du chou fermenté. Alors vous avez bien entendu différentes spécialités. Le kimchi de printemps, d'été, d'automne, d'hiver, avec des goûts différents. C'est des salades de choux marinés. C'est très bon à la santé quand on arrive à le manger. Bon, vous pourrez comparer ça avec de la choucroute de loin, parce que c'est du chou et c'est fermenté, mais ça n'a pas le même goût que la choucroute. Cela étant dit, quand vous êtes reçu en Corée, vous devez manger le kimchi. Ce n'est pas toujours facile, mais il y a une solution. C'est le soju. Alors, le soju, c'est de l'alcool de riz et un verre, une bouchée, un verre. À la fin, vous êtes paf, vous avez mangé le kimchi. Alors maintenant, on va parler du Nord. Vous savez, nous avons des partis qui sont des partis écolos en France, écologistes, ELV et d'autres, qui protestent énergiquement contre la surconsommation d'énergie, contre la pollution lumineuse. Ben là, enfin, vous avez un pays qui répond parfaitement à toutes les exigences de ELV. Une photo aérienne qui n'est pas truquée. Hein. Vous avez la nuit telle qu'elle est en Corée du Nord, et effectivement, vous n'avez pas de lumière. Donc, vous n'avez pas de pollution lumineuse, vous n'avez pas de chauffage, puisqu'il n'y a pas de chauffage dans les immeubles, donc vous mettez deux par-dessus, si vous avez en trouvé un. Est-ce que la République populaire et démocratique de Corée est un paradis écologique? C'est à vous de me le dire. Et pour terminer, voici l'homme, je dirais, Rocketman, qui, je dirais, est la clé de voûte du futur des deux Corées. Qu'est-ce qu'il décidera? Quel est le fond de sa pensée? J'avoue que je ne pourrais pas vous répondre. Bon, si vous êtes intéressé, bon, il y a beaucoup plus de planches qui sont à votre disposition. Il y a l'article de la revue Défense qui va paraître dans quelques jours. Je vous invite effectivement à vous abonner à la revue Défense. Et puis, mes sources, eh bien évidemment, c'est, mis à part quelques souvenirs personnels, des sources ouvertes, mais que vous pouvez trouver, l'année stratégique, CIA World Fact, qui est très intéressant, mais effectivement, le fait de se brancher sur CIA World Fact fait que vous vous mettez automatiquement dans leur liste de lecteurs, la Banque mondiale, l'Agence coréenne, l'UNESCO. Et si vous voulez me joindre, vous avez ici mes coordonnées électroniques et téléphoniques, n'hésitez pas à m'appeler. Je vous remercie et je serai très heureux de répondre à vos questions que Valérie voudrait bien m'afficher et me passer, le cas échéant. Merci. Dans quelle mesure pensez-vous que la France puisse s'associer à la Corée du Sud pour développer des systèmes d'armement, notamment aériens? Merci pour la conférence. La BITD coréenne implique-t-elle d'anciens militaires pour la définition des solutions? Si oui, dans quelle proportion? Alors la première question, donc effectivement, le grand programme, il y a deux produits coréens qui pourraient être intéressés l'armée de l'air française. Il y a d'une part le FA-50 parce que nos Alpha Jet doivent être remplacés, mais ce n'est pas la solution qui a été retenue par l'armée de l'air, qui a choisi une solution de Pilatus suisse. Donc, je ne vois pas les deux programmes en concurrence. Oui, ça serait une multiplication de petites flottes très difficiles à entretenir. Cela étant dit, pourquoi pas. En revanche, si le SCAF ne va pas à terme, chacun sait en lisant des revues plus ou moins bien intentionnées qu'il y aurait du tiraillement entre les deux industriels, les deux pays, etc. L'avantage du KF-21, d'abord, c'est qu'il intéresse fortement les Polonais, donc déjà un pays européen. Si l'état-major réduisait légèrement ses ambitions, pourquoi pas? Puisque là, les Coréens ont un temps d'avance. Le premier SCAF n'est pas prêt de prendre son envol. Hein. On avait eu une conférence très intéressante au début de l'année sur ce sujet-là, alors que 4 prototypes coréens sont en vol et même ont commencé des essais de tir avec des missiles, je crois que c'est le Météore, de MBDA. Donc, pourquoi pas? Il y a aussi d'autres programmes qui pourraient éventuellement intéresser en cas l'armée de l'air, toutes les forces armées françaises
en cas d'arrêt des coopérations franco-allemandes. Je pense aussi au K2 qui pourrait épauler le Leclerc si du moins on avait un certain besoin en renforcement de notre capacité en char de combat. Les Coréens seraient forcément très heureux de nous vendre. Je ne suis pas sûr que ni les industriels français, ni la DGA seraient très satisfaits, et ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Je n'aurai pas de réponse. J'aurai seulement un sentiment, et un sentiment, ça n'a pas beaucoup de valeur. D'abord, il est évident qu'au sein du ministère de la Défense, d'APA, d'ED, il y a un certain nombre de responsables qui sont militaires. Au sein des sociétés, il y a au minimum, comme en France, des conseillers du président pour les affaires militaires. C'est généralement des jeunes généraux qui font ce rôle-là. Plus bas, au niveau ingénieur, je n'ai pas de réponse, mais les militaires coréens sont formés à l'américaine, ils sont généralement bien formés. Je voudrais citer une anecdote qui est assez amusante et qui est authentique, puisque j'étais participant de cette anecdote. Il y a maintenant, disons, je peux en parler puisque je suis le seul à être encore vivant. C'est là le problème. Le bénéfice de l'âge, c'est que les autres témoins disparaissent. Il y a une trentaine d'années, le CEMAT coréen, était un général Kim, il faut bien voir que 20% de la population s'appelle Kim, était venu en France et avait été reçu à domicile, il a été logé à domicile par le PDG de la boîte où j'étais. Ça se passait très bien. Il se trouve que le général Kim était un catholique extrêmement actif, enfin extrêmement engagé, et que mon président habitait à côté de la basilique de Longpont. Alors c'est au sud de Paris, du côté de Montlhéry, une basilique assez célèbre où il y avait dans le temps des pèlerinages. Et donc, la conversation vient sur la basilique de Longpont et notre général Kim dit demain matin, avant d'aller en réunion avec les ingénieurs, je serais heureux de visiter cette basilique et de faire mes dévotions, etc. Bon, oui, bien sûr. Donc, à 8 h du matin, mon président, son adjoint le plus proche et le général Kim vont à Basile-Longpont. Bien entendu, elle a été fermée. Alors, l'adjoint du président va au presbytère, toc-toc, réveille le curé, qui était un bon vieux curé qui avait dépassé les 80 ans facilement, et on voit arriver ce noble serviteur de Dieu, mais à petits pas, il ouvre la porte, et puis il ouvre la porte. Jusqu'à présent, rien d'anormal, mais il met un genou à terre et il embrasse la main du général Kim. Pourquoi ? Bien, il se trouve que l'adjoint n'avait pas dit que c'était le général Kim, mais avait dit que c'était le cardinal Kim, car à l'époque, le chef de l'église catholique coréenne, qui d'ailleurs s'opposait un petit peu au gouvernement de l'époque, qui était un peu à droite, c'était le cardinal Kim. Bon, donc le général Kim était très surpris qu'un homme d'église lui embrasse la main. Alors on lui a expliqué que c'était une tradition en France, il y avait des grands chefs, blablabla, le général de Gaulle, etc. Bon. À l'époque, c'était le cardinal Lustiger, et qui était, je dirais, le cardinal de Notre-Dame et de Paris. Et notre brave curé de Longpont, au milieu de ses confrères, je ne sais pas si c'est le mot que j'en dois pris, s'était vanté d'avoir reçu le cardinal Kim. Et de bouche à bouche, il s'est remonté jusqu'à Lustiger, qui était extrêmement vexé que le cardinal Kim vienne dans son diocèse et ne vienne pas le visiter. Voilà, c'était l'histoire un peu spéciale des relations entre le sabre et le goupillon en Corée. Il y a-t-il une autre question ? Elle est authentique, hein. Mais je suis le seul à connaître l'histoire puisqu'ils sont tous morts. Le président est mort, son adjoint est mort, Kim, je ne sais pas, probablement aussi. Donc, il n'y a plus que moi à savoir cette histoire-là. Il y avait mon adjoint à l'époque, il était encore vivant. Une autre question. Dans le cadre du périmètre évoqué ce soir, la France continue-t-elle à réaliser des missions d'assistance en Corée du Sud ou des formations de Coréens en France? Si oui, quels sont les points clés qui favorisent le maintien des relations industrielles satisfaisantes entre la Corée et la France, tout en permettant à la Corée de préserver, à cette dernière, tout en permettant à la France de préserver nos atouts industriels? Alors, le maintien de la trêve
qui est matérialisée par la DMZ, la zone démilitarisée, qui est, je dirais, dont la surveillance est assurée par des troupes de l'ONU. Il y a forcément quelques officiers français qui sont sur les doigts de la main, qui, à tour de rôle, assurent, je dirais, la présence. N'oublions pas que la France a participé à la guerre de Corée au sein d'un bataillon qui était dirigé, je crois, par le général Monclar. Donc, et qui a eu une attitude reconnue pour sa combativité par les troupes américaines, en particulier la bataille de Crèvecoeur. Et donc, il reste chaque année, quelques officiers français font partie des gens qui surveillent qu'il n'y a pas trop d'anicroche sur la DMZ, mais il n'y a pas d'anicroche sur la DMZ, les Coréens ayant l'habitude, les Coréens du Nord ayant l'habitude de passer sous en creusant des tunnels. Bon, ça s'est un petit peu calmé actuellement parce qu'on sait détecter les tunnels avec les nouvelles technologies. Mais on fait quelques-uns. Alors, à ma connaissance, il est certain qu'il y a dans les programmes développés en commun, et là, je pense à Airbus Hélicoptère qui coopère quand il y a des coopérations, mais il y a effectivement des échanges d'ingénieurs et de techniciens. Alors, effectivement, parmi les sociétés qui ont actuellement des activités en Corée, eh bien, il y a Airbus Hélicoptère pour le Surion et pour le LH. Il y a MBDA forcément pour suivre les essais de certains missiles sur le K-21 Bourmet, entre autres. Et puis, surtout, les Coréens envoient des doctorants à différentes écoles doctorales en France, l'une des plus renommées étant Super Héros, qui a une école doctorale où sévit mon fils, qui est directeur de recherche, et où de temps en temps, il a un Coréen, et ils font attention à ne pas trop lui montrer de choses. Voilà. Mais je dirais que la tendance préférentielle des Coréens, quand ils veulent passer au niveau doctorat ou post-bac, c'est plutôt d'aller aux États-Unis, sur la côte californienne. D'abord, c'est plus agréable pour eux, parce qu'il y a quand même une colonie coréenne qui font qu'ils retrouvent du kimchi. Mais oui, il y en a. Généralement, ces échanges, ou c'est au niveau doctorat et post-doc. D'accord. Je n'ai pas de chiffres actuellement en tête, il faudrait que je pose la question à mon fils. Moi, je les ai pas toutes. Pour l'instant, je ne les ai pas. Alors, avant de conclure, il y a une dernière question de portée un peu plus vaste, j'aurais tendance à dire, puisqu'elle adresse la question de la crise programmée autour de Taïwan. Quel rôle ou place de la BITD coréenne dans la crise programmée autour de Taïwan? Nos amis coréens du Sud font, quel est le mot? Je cherche le mot français, font le dos rond. Je dirais qu'ils sont assez embêtants avec la Corée du Nord, et ils n'ont pas envie, et ça se comprend, d'énerver le grand voisin. Vous savez, il y a une phrase, je n'ai pas dit, mais comment se comprend un Coréen, qui soit du Nord ou du Sud, entre ses voisins? La crevette a le dos brisé quand les baleines se battent. Alors pour les baleines, c'est effectivement la Chine, la Russie à moindre mesure, les États-Unis et le Japon. Ils se considèrent comme une petite crevette, et quand la crevette est au milieu de baleines qui se battent, la petite crevette. Donc, je veux dire par là que il y a peut-être 20 ans, effectivement, il y avait ces deux pays qui étaient en début de grand développement étaient plus proches, mais actuellement, la Corée du Sud, la République de Corée, fait le dos rond et surtout ne fait aucune déclaration officielle en disant la République populaire de Chine a raison ou la République de Chine tout court, hein, ROC, a raison. Ils n'en parlent pas. Et en se disant, s'ils se battent, on veut conserver notre dos de crevette pas cassé. Donc, si vous allez sur les sites en anglais du ministère des Affaires étrangères coréen, vous êtes sûr de ne rien lire sur Taïwan. Rien. Très bien, très clair. Merci, Patrick. Ils ne veulent pas le savoir. Hein. Pour eux, ils ont d'abord eu une première période de l'histoire que je n'ai pas évoquée, où ils étaient protectorats chinois. Ensuite, ils ont été envahis à plusieurs reprises par les Japonais. C'est les deux grandes baleines pour eux. Alors, les Chinois étaient plus admis que les Coréens. Ils étaient plus protecteurs au sens
au sens, par exemple, du protectorat de la France sur le Maroc, dans ces idées-là. On parle évidemment dans les temps passés, hein, mais dans les temps obscurs. Les Japonais, c'est récent, hein, puisque la mainmise japonaise, elle s'est arrêtée il y a 77 ans, donc c'est récent. Hein. Ils ont conservé, tant qu'il y aura des survivants, et il y en a encore de cette période-là, et puis un peuple a une histoire longue. Hein, n'oubliez jamais qu'en Alsace, l'Alsace a subi l'invasion suédoise en 1618, donc il y a 400 ans. Et quand vous avez un gamin qui n'est pas sage à la maison, vous lui dites, je vais appeler le Suédois. Une concurrence au Japon. Les Chinois ne veulent pas avoir une frontière avec un allié des Américains juste à leur porte. Les Américains veulent avoir une raison pour rester en Corée où ils ont 40 000 hommes, alors que si les deux pays étaient réunis, ils n'auraient plus de raison d'être là. Les Coréens du Nord, du moins le régime, il veut subsister, c'est pour ça qu'il a développé sa propre force de dissuasion. Et les Coréens du Sud ont vu le prix qu'ont payé les Allemands pour absorber l'Allemagne de l'Est, alors que le rapport des populations était de 1 à 3 et de richesse de 1 à 2. Là, le rapport des populations est de 1 à 2 et de richesse de 1 à 10. Donc, ce serait encore beaucoup plus difficile à absorber. Donc, ne rêvent de réunification que les vieux Coréens qui ont connu un pays unique, mais qui était sous la coupe japonaise. Et les jeunes générations, je dirais, n'ont pas envie de faire les sacrifices qui seraient nécessaires. Donc, deux Corées vont subsister encore, je dirais, pendant une 50aine d'années. Au-delà, je ne sais pas prévoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick, pour ta brillante conférence et tes réponses très précises et documentées. Merci à tous pour votre audience et votre écoute. Et je laisse maintenant la parole à Jean Ramio, président de l'AAT pour la Far West Address. Jean, la parole est à toi. Merci Valérie. Patrick, tu connais mon appétence pour le taoïsme et cette appétence, pour moi, me fait douter de la réelle puissance du confucianisme. Alors, je dois dire que cette soirée, ta présentation me rassure sur la capacité du confucianisme à, véritablement, lorsqu'il est pratiqué globalement par une nation, à amener cette nation à un très haut niveau technologique en particulier. Effectivement, je pense que parmi nous, beaucoup étaient loin d'imaginer que la Corée du Sud pouvait avoir en une trentaine d'années fait ce bond de géant et qu'elle se retrouvait au niveau technologique où nous sommes actuellement, où je dirais les meilleurs pays occidentaux sont. Alors, je voulais te remercier au nom de 3AED IHEDN et au nom de l'Association de l'armement terrestre pour cette excellente conférence. Hein, et tu nous as bien démontré que tu avais une forte connaissance de la BITD, des BITD de nombreux pays, où dans ta jeunesse, en tant qu'ingénieur, tu es allé démarcher, en particulier pour des optiques, des conduites de tir, etc., etc. Patrick, encore un très grand merci.